Bonjour à tous. Nous sommes le jeudi 11 décembre 2025 et notre cher ami Andrei Martianov est avec nous. Bon retour parmi nous, Andrei. Avec plaisir. Permettez-moi de commencer, Andrei, par la stratégie de sécurité nationale des États-Unis. Tout le monde en parle, ainsi que des changements importants que vous observez dans ce nouveau document. Quelle en est votre compréhension et quelle différence voyez-vous par rapport à la précédente, celle de l'administration Biden? Commençons par la fin. Comparé à l'administration Biden, c'est une action révolutionnaire. Elle est révolutionnaire non seulement par rapport à l'administration Biden, mais aussi par rapport à toutes les stratégies de sécurité nationale élaborées depuis la Seconde Guerre mondiale. Évidemment, il faut attendre de voir jusqu'où cela ira concrètement. Mais l'importance principale de ce document ne réside pas dans ce qu'il cherche à accomplir sur le plan pratique. Nous savons que la plupart de ces propositions ne verront probablement jamais le jour, mais dans le fait qu'il montre qu'il existe au sein de l'administration Trump une faction forte qui comprend la situation. Et ils comprennent essentiellement le dilemme dans lequel se trouvent les États-Unis. C'est l'un des chapitres de ce qu'on appelle la version complète. Nous ne l'avons pas encore vu, mais plusieurs médias l'ont déjà consulté. La stratégie de sécurité nationale complète, pour ainsi dire, affirme que l'hégémonie n'est pas atteignable. Elle ne l'a jamais été. C'est ce que je dis depuis presque 20 ans. Tout cela n'est qu'illusion. Cela a été inventé par les néoconservateurs. Donc le fait que ce concept soit aujourd'hui rejeté est, disons, stupéfiant. Même le simple fait que ces mots soient sortis de la Maison-Blanche est révolutionnaire, car cela ramène essentiellement les États-Unis à leur véritable position. C'est juste une autre superpuissance qui, à un moment donné, a grossièrement enjolivé, grossièrement exagéré, bref, du baratin, tu vois, surtout de la part des néoconservateurs et, tu sais, des interventionnistes libéraux. En réalité, ils sont tous essentiellement des néoconservateurs. Et les États-Unis n'ont tout simplement pas les ressources pour faire quoi que ce soit. Ils aimeraient évidemment se concentrer sur l'hémisphère occidental maintenant, mais c'est une toute autre histoire. Mais le fait est que, je veux dire, il y a là des choses révolutionnaires, comme la création d'une stabilité stratégique entre la Russie et les États-Unis et la coopération sur un certain nombre de questions. C'est impressionnant. Et bien sûr, c'est essentiellement un aveu que l'Europe, c'est fini. Les États-Unis se débarrassent simplement de l'Europe, parce que l'Europe n'a pas d'avenir. Pensez-vous que l'Europe est en train de comprendre cela, ou bien ignore-t-elle d'une certaine manière ce qui a été dit dans ce document? Comme je ne cesse de le dire, les élites occidentales sont tellement dégénérées que beaucoup d'entre elles croient réellement à leur propre mythe. Elles se pensent formidables, absolument irrésistibles. Elles ne comprennent pas que leur ville tombe en ruine, qu'elles n'ont plus de véritable population autochtone. Certains endroits, comme la France, eh bien, c'est une toute autre histoire. Leur pays se désintègre pratiquement sur le plan économique. Ils ont détruit leurs industries et maintenant ils ont tout misé sur la défaite de la Russie, ce qui n'est pas une bonne idée. Mais encore une fois, ce ne sont pas des gens très intelligents. Certains d'entre eux paniquent, en partie parce qu'ils craignent pour leur position politique, leur rôle de chef d'État, vous savez, comme Macron ou Starmer. Ils sont pleins de, vous savez, pleins d'excréments, ils l'ont toujours été. Et nous avons vu la dégénérescence de toute la civilisation européenne au cours des 30 dernières années. Les élites sont totalement en accord avec cette dégénérescence. Et oui, je n'envie pas le sort des Européens, vous savez. Je parle de la personne européenne moyenne. C'est assez mauvais. C'est déjà grave, ce qui se passe.
Et cela va devenir bien pire. Maintenant, évidemment, ils sont choqués par le fait que les États-Unis, de facto, leur disent « Les gars, c'est fini. Nous, on avance. » Et c'est probablement la prochaine question que vous allez poser. Il est tard, mais cela reste révélateur de la manière dont au moins une grande partie de Washington commence à penser. Tu sais, quand tu regardes le document, on dirait qu'ils acceptent d'une certaine manière la réalité de la guerre en Ukraine et ce qui s'y passe. D'un autre côté, Andrei, tu vois quand ils désignent la Chine comme leur ennemi, ça ne va pas aussi loin, tu sais. Pourquoi donc? Tu penses qu'ils essayent d'une certaine manière de séparer la Russie de la Chine? Ah oui, absolument. Absolument. C'est ça. Et beaucoup de gens ne comprennent pas que les Russes voient ça très clairement. Donc oui, ce sont toutes des tentatives de... surtout aujourd'hui, avec cette remarque de Tucker Carlson qu'il a enregistrée dans la vidéo, qui est vraie d'ailleurs, selon laquelle les États-Unis et la Russie sont, ou devraient être, les plus proches amis. Par nature, ils sont censés être les alliés les plus proches. Mais bon, le temps est passé pour ça. Oui, c'est un peu comme une réflexion après coup. Oh mon Dieu, qu'avons-nous fait? Mais oui, cela s'inscrit pour ainsi dire dans la veine principale de la politique, ou de la ligne politique si l'on préfère, anti-chinoise aux États-Unis. Et il y a toutes sortes de facteurs qui influencent cela. Y compris le fait que si ces gens comprennent ce qui s'est passé en Europe, ils comprennent que la Chine, économiquement, a tout simplement gagné. Point final. C'est une économie monstrueuse, gigantesque, la plus grande du monde de loin, et ils ne peuvent rien y faire. Donc je veux dire, ils ont perdu du temps. Souvenez-vous, Vladimir Poutine demandait « Hey, laissez-nous rejoindre l'OTAN », vous savez. Au début de l'OTAN, les Russes ont demandé « Laissez-nous entrer », vous savez. Mais la stratégie, c'est comme la gravité. C'est pas agréable quand on ne sait pas comment faire de la stratégie ou comprendre ce à quoi on a affaire. Ils ne l'ont donc pas comprise. Et en termes historiques, ils se sont tellement trompés que oui, l'Europe et la civilisation européenne sont pratiquement finies. C'est une structure de type vassal, subordonnée. L'Union européenne va se désintégrer. Elle est déjà, de facto, en train de se désintégrer. Et ce n'est que le début des processus qui ont condamné la civilisation occidentale en tant qu'hégémonie depuis les 500 dernières années. Andrei, tu vois encore dans le document la politique du jeu à somme nulle. Bien sûr, c'est la manière américaine, mais ce n'est pas la politique de la Russie ou de la Chine. Non, eux voient un partenariat. Ils voient, tu sais, un terrain d'entente. Oui, c'est la manière américaine, et il faudra un certain temps pour s'habituer au fait que les États-Unis ne peuvent plus simplement, vous savez, dicter les conditions. Ils en ont ni les ressources, ni la capacité. Encore une fois, les États-Unis demeurent une superpuissance, pour plusieurs raisons. Évidemment, l'ampleur de leur économie. C'est une grande économie, la deuxième au monde, certes, bien qu'en déclin marqué et gravement désindustrialisée. Mais elle continue de produire. Le pays a une population importante. Les États-Unis disposent de nombreuses ressources. Donc peu importe la façon dont les États-Unis et le Canada, bien sûr, ce qui est une toute autre histoire, gèrent cela, il reste une puissance nucléaire, une grande, la deuxième puissance nucléaire au monde. Oui, ils pensent encore pouvoir jouer à un jeu à somme nulle. Ils ne le peuvent pas. Et en réalité, ils ne l'ont jamais pu. Même le chapitre qui dit que l'hégémonie est inatteignable. Eh bien, qu'en dis-tu? Partons de là. Nous pouvons construire à partir de là, avancer à partir de là, vers quelque chose de positif. C'est encore une vieille habitude américaine, tu sais, de se voir comme la nation prééminente, la plus grande de l'histoire. Mais la réalité,
c'est que les États-Unis doivent s'accommoder du fait qu'ils ne sont qu'une autre grande puissance. Et nous devons vivre avec cela, puis essayer de jouer un jeu non à somme nulle. Cela dit, ils peuvent encore se tailler une niche, ce qu'ils peuvent évidemment faire, et on leur accordera cette niche, et après cela, nous devrions être dans une situation bien plus stable. Vous avez mentionné, après la publication de ce document, l'Europe semble être dans une sorte de panique. C'est un choc. Oui, il y a vraiment un choc maintenant. Et voici ce qu'a dit le secrétaire général de l'OTAN. Cela montre vraiment la panique d'ailleurs. Oui, la prochaine cible de la Russie. Et nous sommes déjà en danger. Lorsque je suis devenu secrétaire général de l'OTAN l'année dernière, j'ai averti que ce qui se passe en Ukraine pourrait aussi arriver à des pays alliés. Je crains que trop de gens ne se montrent silencieusement complaisants, que trop ne ressentent pas l'urgence et que trop croient que le temps joue en notre faveur. Ce n'est pas le cas. Le moment d'agir, c'est maintenant. Le conflit est à notre porte. La Russie a ramené la guerre en Europe et nous devons être prêts à affronter l'ampleur d'une guerre que nos grands-parents et arrière-grands-parents ont endurée. Imaginez cela, un conflit atteignant chaque foyer. C'est d'une certaine façon, c'est un idiot. Le désespoir est juste. Ouais. C'est un idiot. La plupart des dirigeants politiques et militaires de l'OTAN sont des imbéciles. Et donc, oui, il faut voir ça comme, oui, c'est de la panique. Et ces slogans sont au mieux drôles, parce qu'en réalité, par exemple, la France est en train de devenir un pays du tiers-monde. L'Allemagne aussi. Ils ne comprennent tout simplement pas. Le Royaume-Uni n'est même plus dans la course. Ils ont encore un peu d'expertise technologique résiduelle parce qu'ils étaient autrefois l'une des grandes puissances aériennes et qu'ils avaient de vraies capacités, surtout dans l'aviation commerciale et militaire, qui ont disparu aujourd'hui. Mais malgré tout, il leur en reste un peu. Regardez Rolls-Royce, par exemple. C'est pareil pour la France. Mais à part ça, oui, regardez-les. Je veux dire, ils sont tellement, oui, et ils ont compris le message. Nous n'avons plus besoin de vous. Vous êtes simplement des jeunes. Point. Les États-Unis doivent faire l'OTAN. L'OTAN, c'est les États-Unis. Voilà. Lord Ismay, évidemment, il était britannique. Les Britanniques adorent toutes sortes de figures de style. Mais il avait tout à fait raison lorsqu'il a dit à propos de l'OTAN qu'elle avait été créée pour nous garder à l'intérieur, maintenir les Allemands à terre et tenir les Russes à l'écart. Donc, même si le problème leur appartient désormais, les Russes ne veulent pas de l'Europe. C'est ce qu'ils ne comprennent pas. Toute l'idée de l'armée russe, par exemple, nettoyant leurs paris puants, vous savez, des rats et des toilettes, avec le corps du génie russe qui s'y rend, c'est terrifiant pour les Russes. Alors qu'ils vivent dans les égouts et qu'on en finisse. Militairement, ils sont insignifiants. C'est pathétique là-bas. Et donc, oui, parce que, évidemment, l'OTAN, c'est les États-Unis, ça l'a toujours été. Et maintenant, les États-Unis disent, allez vous faire voir, achetez-nous des armes. Très bien, d'accord, allons-y, faites avec. Ils ne peuvent rien y faire. André, il a dit que nous manquions de temps et qu'il fallait agir. De quel type d'action parle-t-il? Quel genre d'actes ont-ils en tête, à ton avis? Je ne vois pas ce qu'ils peuvent faire d'autre en Ukraine, à moins qu'ils ne recourent à ces attaques terroristes. C'est la seule chose qu'ils savent faire, le terrorisme, point final. La Bundeswehr est une blague. L'armée française est une blague, sauf pour la dissuasion nucléaire. Le Royaume-Uni n'a pas d'armée. L'armée italienne est une blague. Donc oui, ils peuvent dire, oh mon Dieu, rassemblons, disons, 100 000 personnes. Très bien, rassemblez 100 000 personnes. Allez-y, déclarez donc la fichue conscription. Et voyez ce qui va se passer. Quand vous avez « tu es allé à mon spectacle ». Oui,
Je ne vais pas m'aventurer là-dessus. Bref, la question est, faire quoi? Avec quoi? Militairement et technologiquement, ils sont en retard. Ils ne jouent pas dans la même catégorie. Ils sont bien derrière les États-Unis, tandis que les États-Unis sont eux-mêmes bien derrière la Russie sur le plan technologique, en matière de technologie militaire. Et donc, oui, ils peuvent essayer de faire tout ce qu'ils veulent. Ce sera risible et ils finiront par tuer beaucoup des leurs. Peut-être que les Russes devront faire le coup du parking sur, tu sais, Bruxelles ou autre. Les Russes peuvent le faire sans utiliser d'armes nucléaires, ils peuvent simplement tout raser et en finir. Et alors peut-être que les Européens se réveilleront un jour en se disant « Nous sommes libérés du problème ». Mais l'Europe a été tellement émasculée, tellement conditionnée, que je ne pense pas qu'elle puisse s'en remettre. Je ne sais pas si tu as vu la vidéo de Donald Trump parlant de son appel téléphonique avec les Européens. Tu trouves pas qu'il y avait, tu sais, une sorte d'échange entre les deux parties? Voici ce qu'a dit Donald Trump. André, les dirigeants de la France, de l'Allemagne et du Royaume-Uni, de très bons dirigeants, de très bons amis à moi, et nous avons discuté de l'Ukraine en des termes assez fermes. Nous verrons ce qui se passera. Je veux dire, nous attendons des réponses avant d'aller plus loin. Oui, en des termes assez forts, signifie qu'il y a certaines tensions avec les États-Unis. Il y a de fortes tensions en ce moment. Et certaines personnes, pour une raison ou une autre, pensent qu'il s'agit d'un jeu du bon et du mauvais flic, sans comprendre qu'il existe de véritables contradictions. Par exemple, le Royaume-Uni et la France ont tout misé sur la défaite de Poutine. D'accord? Ce sont des imbéciles, comme la plupart d'entre eux. Ils pensaient enliser les Russes en Ukraine, qu'en 2 semaines, les Russes perdraient. Ils croient encore que les Russes ont perdu 1 million d'hommes. Mais encore une fois, ils ne sont pas très doués en arithmétique de base, sans parler des mathématiques et de la science militaire. Et puis, bien sûr, ces sanctions de l'enfer étaient censées pousser les Russes à se soulever. Ils pensent toujours que les Russes vivent dans les années 1990, ce qui en dit long. Encore une fois, je l'ai déjà dit, et je le répète, les élites politiques, y compris une grande partie des élites militaires en Occident, sont des imbéciles. Ce sont des incompétents, finis. C'est pour ça qu'ils se sont dit « Oh oui, misons tout là-dessus ». Ils continuent à jouer avec ces crétins comme Kasparov et ces marginaux cinglés, tu vois, et ils appellent ça l'opposition russe. Ce n'est pas l'opposition russe, ce sont des gauchistes. Même les cercles libéraux pro-occidentaux en Russie ne veulent pas avoir affaire à eux. Et quand on regarde tout ça, on se demande mais à quoi pensent-ils? Moscou, Saint-Pétersbourg, Sochi, Vladivostok, ces villes font paraître les villes européennes pour ce qu'elles sont vraiment. Des trous à rats, en gros, plein de criminalité, de tensions ethniques et de choses de ce genre. Et oui, ils pensaient, oui, nous sommes tellement attirants que les Russes rêvent de nous. Vous savez, un peu comme Lambrecht, l'ancienne ministre de la Défense allemande, qui disait « Voici les sanctions. Poutine ne pourra plus faire ses courses à Paris. Oh mon Dieu, Poutine a failli faire une attaque. » Écoutez ces gens, ce sont des idiots complets. Ils ne comprennent rien à la véritable économie. Et encore une fois, aucun d'eux ne comprend ce qu'est une vraie guerre. Ils n'en seraient jamais capables. Ils ne connaissent que des mots à la mode. En gros, comme l'a dit Maria Zakharova aujourd'hui, elle parlait d'un type, mais cela s'applique parfaitement. Des gens sans éducation, sans culture, tout simplement. Et donc, en conséquence, quand tout tourne mal, rien ne se passe comme ils l'avaient prévu, parce qu'ils ne sont bons planificateurs en rien, surtout pas dans le domaine militaire. Et nous en sommes là aujourd'hui. L'Europe et l'Occident réunis sont perdus.
Ils ont perdu la guerre. Point final. Il n'y a pas d'autre manière de le dire. En réalité, cette bande de minables, des organismes unicellulaires comme nous les connaissons, les médias de l'establishment dans l'Union européenne et aux États-Unis continuent encore de prétendre que quelque chose se passe en leur faveur. Cela vous dit tout ce que vous devez savoir sur ces gens-là. Et ils ont tué plus de 2. Lavrov a dit plus d'1 million, mais en réalité c'est plus de 2 millions. Ils ont tué plus de 2 millions de soldats ukrainiens. Ils ont été blessés parce qu'ils étaient en train, en gros, de se suicider par l'intermédiaire de la police. Vous savez cette expression célèbre. Ils se sont opposés à un pays qu'il est tout simplement impossible de vaincre militairement. Point final. J'ai écrit plusieurs livres. J'en écris un 5e en ce moment. On ne peut pas vaincre la Russie militairement. Point final. Les gens ne comprennent tout simplement pas. Et je parle de cette bande de crétins issus de la guerre froide 1.0 qui ne comprennent pas ce qu'ils ont sous les yeux. Pour une raison quelconque, ils ont cru que l'Union soviétique s'était effondrée à cause de... Enfin, oui, elle s'est effondrée à cause de problèmes internes qui étaient, pour ainsi dire, endémiques, organiques à sa structure. Mais eux croient qu'ils contrôlent l'univers. Il leur faudrait des infirmiers et une camisole de force parce que ces gens sont des idiots. Et aujourd'hui, même eux commencent à comprendre ce qui s'est passé. Il y avait un article très intéressant à propos de l'un de ces criminels de la propagande de guerre de l'Institut pour l'étude de la guerre. Il pariait sur des choses. Voilà votre groupe de réflexion. Il gagnait de l'argent en pariant sur toutes sortes de scénarios. Cela vous dit tout ce que vous devez savoir sur ces gens-là. En conséquence, maintenant qu'ils comprennent que tout ce dans quoi ils ont tant investi, ils ont volé l'argent russe. L'argent russe n'est plus là. C'est un fait désormais. Vous savez, les Russes commencent à jouer avec cette situation comme un chat avec une souris presque morte quand il la pousse du bout des pattes. C'est exactement ce qui se passe ici. Tout le monde sait que Bruxelles est absolument sous pression. Mais les Russes savent où tout cela mène. Ils savent que l'argent n'est pas là. Il a été volé. Et c'est aussi une autre raison de la panique. Parce que, et voici ce que les Russes savent. Qui a lancé toute cette affaire avec les fonds russes et l'enquête sur la corruption? Bien sûr, Washington. Bien sûr, l'administration Trump. Et cela veut dire quelque chose, d'accord? Maintenant, nous voyons que l'Europe est en train de mourir. Eh bien, ils se sont tués eux-mêmes. D'accord, commençons par ceci. Les Russes n'ont fait que vaincre militairement l'OTAN. La partie politique vient après, car évidemment, la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens, comme l'a dit Clausewitz, sa célèbre formule. Voilà, c'est le nouvel ordre mondial. Et quand tu as mentionné C5, oui, ça n'arrivera pas, mais c'est révélateur. Cela montre vraiment que quelqu'un à Washington a dit à Trump, voici la véritable répartition, voici les chiffres que nous avons perdus. Donc, pour Trump maintenant, et les Russes ont de nouveau proposé une porte de sortie, c'est le privilège que les superpuissances doivent, tu sais, s'accorder mutuellement. Voici donc la porte de sortie. Sors, tu ne seras pas le vainqueur que tu voulais être. Mais comme l'a même écrit le journaliste russe aujourd'hui, il pourrait en tirer quelques avantages, tu sais. La Russie ne permettra pas aux États-Unis de devenir l'arbitre, le juge de cette affaire. Non, c'est plutôt, très bien, on vous écarte, et ensuite, c'est l'Europe qui va en payer le prix. Et elle le paie déjà. Oui. Andrei, tu te souviens, quand la guerre a commencé, ils pensaient que la Russie était l'Union soviétique. Juste une petite, tu sais, copie de l'Union soviétique. Il suffisait d'y aller et tout s'effondrerait. C'est un château de cartes. L'économie ne fonctionne pas. Oui, c'était l'idée. Et leur domination dans les médias, tu te souviens, la façon dont ils diffusaient énormément de propagande. C'est une bonne dose de propagande, oui.
Convaincre les jeunes de quitter la Russie, ce n'est pas votre guerre. Vous vous souvenez de tout cela. Je ne sais pas s'ils sont toujours dans le même état d'esprit. Je parle des Européens, pas des États-Unis. Encore une fois, certains d'entre eux le sont. Et ils le sont, comme je l'ai déjà dit. Vous pouvez me citer là-dessus. Mais quelle similitude, Andrei? Quelle similitude? Quelle est la similitude? Quelles sont les similitudes entre la Russie d'aujourd'hui et la Suède? Je ne vois rien. Non, non, non. Je peux te dire une chose. Économiquement, la Russie est plus puissante que l'Union soviétique. Et je peux te dire ceci. Militairement, elle est bien plus puissante. Beaucoup de gens ne comprennent pas cela. Mais c'est justement tout l'enjeu. Il faut avoir une formation scientifique et technique, une formation militaire dans les domaines STEM pour le comprendre. Il faut expliquer aux gens comment le système s'intègre, comment il influence les niveaux tactiques, opérationnels et stratégiques de la guerre. Et quand je dis que la Russie a remporté la course aux armements, ce n'est pas une hyperbole. La Russie ne l'a pas seulement gagnée, elle l'a remportée par un chaos. Et c'est ça le point. Le paradigme technologique de la guerre a changé de manière spectaculaire. Certains disent « Oh, ce sont les drones ». Non, ce ne sont pas seulement les drones. Les drones n'en sont qu'une partie. Pour les personnes très primitives, elles peuvent comprendre « Oh oui, cette chose vole et tue quelqu'un ». Non, il s'agit d'un système de systèmes. C'est une toute nouvelle manière de mener un conflit armé. Il est même difficile d'expliquer comment ces éléments évoluent, comment ces interconnexions sont dynamiques au sein de ce système, et comment soudainement, eh bien sûr, ils ne lisent pas. Qui est la principale et probablement la plus grande publication militaire au monde. On parle de ce paradigme totalement nouveau dans la planification opérationnelle, la conduite des opérations et désormais la stratégie. Des articles incroyables paraissent. Les Russes disent « Oui, Russes, regardez ça, voilà ce que nous avons appris. » Évidemment, pas tout ce qu'ils y disent, mais voici ce que nous avons appris. Voici toute l'affaire. Tout ce que nous savions auparavant ne s'applique plus. Et cela ne s'applique plus parce que, eh bien, comment dire, une nouvelle génération d'armes a été déployée et elles sont terriblement efficaces. Les Russes viennent de libérer Seversk. Et oui, Vladimir Poutine a déclaré aujourd'hui, très bien, maintenant direction Kramatorsk et Sloviansk. Voilà, oui, simple, très simple. Oh, pas simple, c'est très complexe. Il faut avoir une formation militaire très sérieuse. Je veux dire, dans l'armée, on ne peut obtenir cela que dans les académies sérieuses. Les États-Unis n'en ont plus. On peut encore t'y apprendre à piloter à l'académie de l'US Air Force ou te montrer comment commander un peloton de chars à West Point. Mais c'est à peu près tout. C'était tellement vidé de sa substance que je ne peux même pas te l'expliquer. Et encore une fois, quand on voit des gens comme tous ces types à la Kellogg, et tu sais, ces patriotes qui courent partout en se donnant en spectacle comme des clones, c'est tout simplement stupéfiant. C'est littéralement stupéfiant. Et ce n'est pas qu'il n'y ait pas de généraux russes de ce genre. Il y a bien quelques imbéciles qui se pavanent en se prétendant chrétiens. Mais si l'on regarde l'ensemble des choses, ce n'est pas comparable. Et beaucoup de gens, encore une fois, comme je l'ai déjà dit, des gens intelligents comme Danny Davis ou Doug McGregor, ne seraient jamais autorisés à accéder au plus haut niveau du pouvoir militaire aux États-Unis. En conséquence, on se retrouve essentiellement avec des gens comme Mark Milley et tous les autres qui mentent et trichent parce qu'ils veulent conserver leur sinécure. Que puis-je dire? Ils se pavanent en se montrant totalement incompétents, incultes et ignorants, et c'est bien ce qu'ils sont. Tout a commencé en 2023, quand beaucoup de gens n'ont pas compris que la guerre était déjà gagnée. Ils ne l'ont tout simplement pas saisi. Alors, comme toujours,
L'Occident a fait ce qu'il fait d'habitude, à l'image de la Wehrmacht et des forces de l'Axe en Europe. Ils avaient été battus à Stalingrad, d'accord? Mais la Wehrmacht a quand même eu l'audace de dire « Oh, ils nous ont vaincus à cause des excuses habituelles, le froid et tout ça. » Oui, parce que les Russes, bien sûr, avaient toujours dans leurs tranchées une température agréable de 22 degrés Celsius, tandis que la Wehrmacht, elle, était censée mourir de froid. Non, cela fonctionne dans les deux sens. Eh bien, ensuite, ils ont attendu la bataille de Koursk, puis les Russes les ont vaincus dans des conditions estivales, la crème de la crème. Et après cela, la guerre était essentiellement terminée. Vous savez, il était clair qu'ils ne passeraient plus à l'offensive. C'est exactement ce qui s'est passé. Ils ont mené quelques contre-attaques ici et là, mais sur le plan stratégique, ils n'étaient plus capables de faire quoi que ce soit. Et en conséquence, en 1945, l'armée rouge est entrée à Berlin. Et c'était fini. La même chose se produit ici, le même schéma, parce que ces gens sont des imbéciles. Ils ne comprennent pas, ils n'apprennent rien, et bien sûr, ils ne savent rien de la Russie. C'est aussi simple que ça. Andriy, comment vois-tu l'idée selon laquelle les Britanniques seraient derrière les deux guerres par procuration, l'une en Ukraine et l'autre au Moyen-Orient, dans le cas d'Israël? Les Britanniques seraient à l'origine de tout cela, de concert avec les sionistes aux États-Unis. Parce que tu vois, en Ukraine, j'ai été surpris par la manière dont Israël perçoit le conflit, en essayant de soutenir l'Ukraine. De quoi s'agit-il? Je me suis toujours posé cette question. Il me semble que les Britanniques sont la clé de toute la situation. Ils relient toutes ces lignes entre elles. Comme le dirait un spécialiste russe du contre-espionnage, le MI6 est bon, mais pas à ce point. Ils aiment se mettre en avant, tout comme la CIA. En réalité, ils sont compétents à certains égards, mais ce sont avant tout des organisations terroristes. Ils excellent dans les opérations sous faux drapeau, ils sont doués pour le terrorisme. Donc oui, ils mènent ces opérations, les appellent des opérations et se croient brillants. Mais ils ne le sont pas. En somme, le terrorisme et le sabotage sont les armes des faibles. On l'a vu partout. Mais Israël agit en réalité beaucoup par lui-même. Car évidemment, ils sont très bouleversés par le fait que l'armée russe se trouve désormais à la frontière entre la Syrie et Israël, et qu'Israël ne peut rien y faire. S'ils attaquent les Russes, grand Dieu, ce ne serait pas une option viable. Israël cessera d'exister, tu sais. Et les Russes ne seront pas aussi bienveillants que l'Iran l'a été, tu sais, qui avait été convaincu d'arrêter de marteler Israël jusqu'à sa soumission totale. C'est pour cela qu'ils sont désespérés. Ils détestent les dieux russes, tu sais, et ils essayent simplement de faire des choses méchantes. Comme, d'accord, si nous pouvons fournir des armes à l'Ukraine, nous fournirons des armes à l'Ukraine. Les Britanniques sont-ils derrière tout ça? Ils en font partie, clairement partie de leur terrorisme, et en somme, de leur piraterie en haute mer, comme lorsqu'ils attaquent des pétroliers. C'est évidemment le Special Boat Service du Royaume-Uni, soutenu par des gens comme Moran, ce Sir Radakin, l'amiral, qui dit qu'ils peuvent faire quelque chose avec des drones seuls. Cela montre, évidemment, le niveau de leur incompétence militaire. Mais ils vont essayer, vous savez. C'est comme lorsqu'un patient psychotique dans un asile devient agité et que les infirmiers essayent de le maîtriser. Ils griffent, ils crient, ils vous crachent dessus. Vous voyez, c'est le Royaume-Uni aujourd'hui. Finalement, on le maîtrise et on le jette dans une cellule capitonnée, et ainsi de suite. Voilà leur niveau. Encore une fois, je l'ai déjà dit, ils n'ont même pas une véritable formation militaire. La plupart du temps, c'est ce genre de choses qu'ils ont inventé à leur sujet, essentiellement de la mythologie, selon laquelle ils contrôleraient le monde et les banquiers, que la City de Londres serait le centre de l'univers.
C'est n'importe quoi, honnêtement. C'est surtout promu par des gens qui ont des intérêts personnels. Maintenant, ils souffrent énormément parce que la Russie a en gros fait un bras d'honneur à Lloyds et a dit « Vous êtes pauvres », ce qui est vrai. Le Royaume-Uni est pauvre en réalité et la Russie est très riche. Nous avons dit « Nous n'avons pas besoin de vous, nous assurerons nos navires nous-mêmes ». Et voilà. Peux-tu imaginer ce que ça signifie pour Lloyds, qui est là depuis 200 ans, a essentiellement tout pressé sans rien faire, juste en assurant tous ces navires, tout ce transport maritime. Et ils savent d'où cela vient, surtout avec l'ouverture de la route arctique, puis soudainement, les Russes obtenant une base navale au Soudan. Pour eux, c'est un cauchemar. Ils sont désespérés, et en tant qu'êtres humains, remplis de rage. L'aristocratie anglaise, l'élite anglaise, ils détestent les dieux russes. Cela ne les dérange pas que des enfants russes soient tués. C'est ce qu'ils sont. Allez au Parlement, crachez sur n'importe qui. La plupart seront comme ça. Ils seraient très heureux de le faire. Vous savez, eh bien, vous l'avez vu vous-même. Et il en va de même pour les médias britanniques, qui sont essentiellement des criminels de guerre. Il en va de même pour les médias de l'establishment occidental. Ce sont des criminels de guerre. Le problème, c'est qu'ils se perçoivent à travers le pouvoir des États-Unis. Eh bien, plus maintenant. C'est tout le problème. C'est ce dont je parle depuis maintenant 2 décennies. Vous pouvez aller sur mon blog et voir que les États-Unis ne sont pas exactement une puissance européenne en tant que telle. Les États-Unis sont une entité à part entière. C'est essentiellement une civilisation, car les États-Unis sont en réalité un État-civilisation. Ils sont très différents des Européens. Les Américains sont très différents des Européens. Ils pensent différemment. Ils agissent différemment. Et c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Il y a très peu de points communs, en réalité, entre l'Américain moyen du cœur du pays et un Français. Ils ne s'entendraient probablement pas très bien, tu vois? Cela ne veut pas dire que les Américains auraient raison, mais ils sont différents. L'Amérique, politiquement, est différente, bien qu'aussi corrompue que les Européens. Mais encore une fois, il y a une chose vraiment incroyable aux États-Unis. La Déclaration des droits. D'accord? La Déclaration des droits, et surtout le premier et le deuxième amendement. Les Européens ne peuvent qu'en rêver. La Constitution américaine, malmenée, vieillissante, un peu, à bien des égards dépassée, mais elle fonctionne. D'accord? C'est ça le truc. En Europe, peu importe ce que vous avez. C'est fondamentalement totalitaire, vous savez. C'est 1984. C'est une réalité orwellienne qui s'abat sur eux. Et finalement, par exemple en France, ils seront battus jusqu'à la charia. Probablement qu'au Royaume-Uni, la même chose est en train de se produire. Et je ne vois pas comment les Européens peuvent se soulever. Je veux dire, je ne le vois tout simplement pas. Ils peuvent participer à quelques manifestations, évidemment, mais c'est à peu près tout, vous savez. Donc la maturité est désormais déterminée par une combinaison de facteurs économiques et culturels. C'est pourquoi, quand on dit que l'Occident est fini, c'est fini. L'Occident, en tant qu'ancienne Europe, est terminé. Ce n'est plus l'Occident. Et c'est ce que je dis. Beaucoup de gens n'aiment pas l'entendre, mais la vérité, c'est que la Russie est une civilisation occidentale. Elle a préservé pratiquement tout ce que la civilisation occidentale a apporté de bon. La science, la culture, les arts. Vous savez, les Russes sont très, disons, profondément attachés à des choses qui sont aujourd'hui rejetées, vous savez, en Europe. L'Union européenne est absolument, disons, coloniale. Oui, l'Europe devra payer pour ses crimes de l'époque coloniale, car elle en a largement profité. Mais oui, on peut aller en Russie aujourd'hui et y voir l'Occident tel qu'il devrait être. Et beaucoup de gens ne peuvent pas l'accepter facilement. Et c'est ce que nous avons. C'est pourquoi je le dis depuis des années, 10 ans, l'Europe est finie.
À l'époque, ils ne le savaient pas. Aujourd'hui, nous le savons. C'est terminé. André, tu as mentionné le C5, c'est-à-dire le corps 5. Politico a rapporté que l'administration Trump discute de l'idée de créer une alternative au G7. Dans ce nouveau groupe, qu'ils appellent Corps 5 ou C5, on retrouverait les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Inde et le Japon réunis. Et quel changement cela apporterait-il à la planète Terre? Parce que l'Europe n'en fait pas partie. Non, l'Europe a tout misé dans la guerre en Ukraine. Ouais, ils ont perdu. Eh bien, ils sont stupides. Mais oui, j'en ai parlé. Si tu as lu mon blog ces 11 dernières années, je martèle cette idée que tout ce qu'ils croient savoir sur l'économie et la puissance des nations vaut zéro. C'est de la camelote. En gros, tu vas dans n'importe quelle soi-disant science politique. Ce n'est pas une science, c'est une fraude académique. Ça n'existe pas. Mais ils l'enseignent quand même, tous ces docteurs, des imbéciles avec des doctorats de Harvard ou de Stanford. Ils enseignent ces trucs sans comprendre ce dont ils parlent. Pareil avec cette idiote de Sarah Payne, qui enseigne la stratégie, une femme qui n'a jamais commandé un peloton de sa vie. Elle enseigne la stratégie sur la Russie au Naval War College des États-Unis. Elle n'a aucune idée de ce qu'est la Russie. Et donc, en dehors, vous savez, d'autres éléments liés au véritable pouvoir d'une nation, je m'y suis intéressé. Je n'ai jamais inclus le Japon, mais j'en parlais déjà auparavant. Ces trois-là sont de véritables superpuissances, les États-Unis, la Russie et la Chine. Et bien sûr, l'Inde essaie de se hisser à ce niveau. Ils y travaillent. Donc, quand on regarde cela, oui, ce sont les 4 plus grandes économies du monde. Ma vidéo va sortir assez bientôt aujourd'hui. Je parlais aussi du fait qu'il est difficile d'expliquer aux gens que, par exemple, la Russie produit 12 fois plus d'acier que le Royaume-Uni. Si l'on ajoute le fer, c'est plutôt 15 fois plus. L'acier et le fer. Et ce sont des éléments essentiels pour les infrastructures, pour le développement. Le Japon, l'Allemagne ou même la France ont-ils un programme spatial habité? Non, ils ne peuvent pas envoyer d'êtres humains dans l'espace. La France a le programme Ariane, mais c'est à peu près tout. Alors, peuvent-ils créer quelque chose comme un véritable système d'alerte précoce sur des orbites hautement elliptiques, comme Tundra, 36 000 km d'apogée? Non. Peuvent-ils donc construire ce que les Russes développent actuellement, une flotte nucléaire portant cette marque de puissance? Non. Quand on commence à y regarder de plus près, on se demande, mais qui diable êtes-vous? Oh oui, nous sommes de vieilles nations établies. Oui, eh bien, vous êtes des pays moyens, avec des économies où en France, 90% relèvent des services, une économie de services du tiers-monde. Ou bien les économies de vente, et même les économies productives, ressemblent surtout, vous savez, à Louis Vuitton. Oui, des sacs pour dames, dont la plupart coûtent autant qu'une petite voiture. Oh, notre PIB est formidable. Oui, bien sûr. Vous savez, mesurez-le comme vous voulez, en comptant des clémentines, des mandarines, des oranges. Donc si vous le mesurez comme eux, en incluant la prostitution et la vente de drogue, ils considèrent cela comme faisant partie du produit intérieur brut. Je veux dire, à quoi vous attendez-vous? Mais en réalité, ce sont des nains, surtout des nains sur le plan militaire. Et encore une fois, le seul domaine, et encore, ce n'était pas eux, c'était l'héritage du dernier grand Français, qui était bien sûr Charles de Gaulle, et qui a laissé à la France la dissuasion nucléaire. Je ne sais pas, bon sang. Oui, je pense, André, que ta compréhension de la dynamique en Ukraine, avant que nous terminions cette session, penses-tu que les États-Unis, après tout, doivent parler, doivent conclure un accord avec la Russie sans les Européens? Oui, parce que les Européens ne sont plus là. Ils ne sont plus là.
Je l'ai dit dès le départ. Allez voir mon blog de 2014. C'était déjà clair à l'époque. L'Europe, c'était comme ces chihuahuas qui jappent dans cette affaire. Vraiment. Et surtout sous l'influence de ces mondialistes. Si vous regardez l'administration Biden ou l'administration Obama, ce sont des administrations mondialistes. Et elles ont leurs amis dans toutes les hautes sphères en Europe. C'était essentiellement une mafia mondialiste. C'est ce qu'ils sont. Macron, tous ces chanceliers allemands ou ces imbéciles du 10 Downing Street à Londres, regardez-les. En plus d'être stupides, ce sont des mondialistes, faisant partie de cette vieille culture de Davos. Des gens qui ne connaissent rien à rien, mais qui pensent « Oh oui, nous pouvons contrôler le monde ». Mais au final, le principal moteur derrière tout cela, c'était les États-Unis, évidemment, car l'OTAN, c'est les États-Unis. Donc les priorités américaines ont changé parce qu'ils ont été vaincus militairement avec l'Europe. Mais les États-Unis, comme je l'ai déjà dit, et je vais le répéter encore une fois, dans le monde réel, les grands acteurs raisonnent en termes nucléaires, d'accord? On parle d'armes nucléaires et de ce genre de puissance. Les arsenaux russes et américains peuvent anéantir la vie sur Terre 5 fois de suite. Tout mourrait, simplement. D'accord? Et maintenant, nous voyons apparaître une sorte de nouveau développement. Nous ne savons même pas ce que c'est. Je veux dire, les systèmes d'armes en cours de développement. Donc, ils doivent communiquer. Ils vivent dans un univers totalement différent. Les superpuissances opèrent à un autre niveau, et elles doivent coopérer. Elles doivent empêcher la guerre. Et ce qui est important, c'est que l'administration Trump l'avait compris. Contrairement à Biden et à des gens comme, vous savez, Victoria Nuland et tous ces criminels du département d'État qui ont provoqué cela, je veux dire, une catastrophe. Une catastrophe aussi pour le monde occidental d'ailleurs. L'Ukraine cessera d'exister telle que nous la connaissons. Elle a déjà cessé d'exister. C'est simplement que les arrangements militaires sont ce qui se déroule en ce moment. Et donc oui, voilà. C'est ce que je prédisais en fait depuis le début. C'est exactement comme cela que les choses se passent aujourd'hui. Oui, les États-Unis et la Russie devront collaborer et dialoguer, car ils partagent la responsabilité de la coexistence pacifique et de la préservation de la vie humaine. Et juste un petit exemple. Hier, la capsule du vaisseau spatial Soyouz a ramené 2 cosmonautes russes et un astronaute américain de la Station spatiale internationale. Les États-Unis ont également gâché leur chance de coopération avec la Russie dans le domaine spatial, encore une fois à cause de l'administration. Mais oui, il y a beaucoup de choses que la Russie et les États-Unis peuvent faire ensemble. Et il y en a beaucoup, vraiment beaucoup. Il suffit de regarder la pente nord de l'Alaska et ces champs de glace qui se jettent dans l'océan. Il y a énormément, vraiment énormément de richesses là-dedans. Les Américains le savent. Mais bien sûr, il y a ceux qui sont liés aux cabales bancaires européennes et aux néoconservateurs, aux forces israéliennes qui ne veulent pas de cela. En réalité, les Russes avaient déjà proposé aux États-Unis, même avant la réunion d'Anchorage, en disant « Hey, nous avons cette flotte de brise-glace nucléaire que personne d'autre au monde ne possède. Et nous savons que nous avons tant de ressources dans le versant nord. Vous en aurez besoin. Voulez-vous collaborer là-dessus ?» Et beaucoup ont répondu « Oui, nous le voulons. » Mais bien sûr, ensuite, cela a été saboté, comme toujours. Mais les choses sont ce qu'elles sont aujourd'hui. La guerre est perdue. La Russie a gagné. Il faut l'accepter. Passons à autre chose. Je crois que le projet ukrainien a été considéré comme perdu dans l'esprit de l'establishment américain le jour même où Victoria Nuland a décidé de démissionner. Car c'est à ce moment-là que dans leur esprit, le projet était terminé. Mais ça n'en fait pas partie. Oui, c'est bien ça, la partie en question.
Et quand on regarde de près ces organisations frauduleuses, qui sont, soit dit en passant, le clan de Kagan, ce sont les plus enragés. Pas seulement des russophobes, ils détestent les Russes, ils détestent les dieux russes. Et donc, comme l'Institut pour l'étude de la guerre, ils ont été pris à parier sur des choses, à modifier des cartes, des choses de ce genre. Bien sûr, cela te dit tout ce que tu dois savoir. De la pure propagande, je veux dire des va-t-en-guerre, des criminels de guerre, tu vois. Et par conséquent, oui, ils sont tout sauf de vrais diplomates compétents ou de véritables chefs militaires compétents. Merci beaucoup, André, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir, comme toujours. D'accord, au revoir.